Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte sur le plan local ou national, voire même international. Et c'est toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Allez, le sommaire, on va voyager aujourd'hui. On prend la direction sans plus tarder de l'Égypte. On part à la découverte du lycée international français qui se trouve au Caire, avec une initiative pour le moins originale sur le plan culturel et pédagogique, sous l'impulsion des élèves. Vous allez voir que l'établissement va littéralement se transformer en musée géant. Les détails sur Harmonia, c'est son nom, dans un instant dans cette émission. Un lycée en Égypte avec un environnement francophone, vous l'aurez compris. Quel est l'enseignement distillé là-bas? Quelle philosophie? Quelle pédagogie? Quelle différence avec l'apprentissage chez nous en France? Élément de réponse avec notre invité dans un instant. Et puis, il y aura une loupe, bien évidemment, au programme avec Alix. Oui, un focus sur les sorties culturelles pendant le temps scolaire qui représente un vrai moment d'ouverture. Dans une quinzaine de minutes, en pleine expression orale. Et notre invitée, je vous la présente via Skype, Myriam Panetra. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation depuis le Caire. Le Caire où il fait beau, j'imagine. Oh, vous allez nous fâcher? Un petit peu froid finalement, avec le réchauffement climatique, c'est plus tout à fait ça. Mais attendez, attends. Qu'est-ce qu'on appelle froid? Froid pour nous, là, il fait quand même 10 degrés quand même, donc il commence à faire froid. Bon, d'accord, il fait un peu frisquet, d'accord, c'est vrai, puisqu'il fait à peu près la même température ici à Paris. Proviseur adjoint, en charge du suivi du fonctionnement pédagogique, du suivi des projets, de l'accompagnement des nouveaux dispositifs, de la gestion des examens, mais aussi de la relation avec les familles. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, au lycée international français en Égypte, Concordia. Quelle est votre histoire? Comment on arrive proviseur adjoint d'un tel établissement au Caire? Alors j'ai un parcours un peu atypique, c'est un accident de parcours en fait. J'étais tout simplement venue découvrir l'Égypte dans un contexte de recherche en doctorat et finalement j'ai eu un coup de cœur et finalement je me suis retrouvée dans le parcours des établissements français à l'étranger et je suis restée, donc là ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis là et je ne suis pas titulaire de l'éducation nationale, donc c'est encore particulier parce que moi j'ai fait un master de Sciences Po qui n'a rien à voir et finalement un autre master de gestion de système éducatif où je me suis retrouvée là-dedans et voilà, j'ai eu une proposition de poste, voilà, et je me suis retrouvée donc proviseur adjoint et voilà, et c'est super. Et oui, c'est super, j'ai l'impression que vous êtes véritablement très heureuse. On atteste ce projet dont on va parler dans un instant, mais il y a combien d'élèves? Présentez-nous un petit peu cet établissement. Il y a combien d'élèves dans ce lycée international français? Alors, c'est assez particulier puisque notre structure fait qu'on est dans le même bâtiment de la maternelle jusqu'à la terminale. Je suis en charge du collège et du lycée qui partagent le même bâtiment et donc il y a 800 élèves. 99% de nos élèves sont égyptiens d'origine et on a 75 enseignants en secondaire. Avec qui j'ai la chance de travailler au quotidien. Et aussi, pareil, on a à peu près, on peut dire, 95% des enseignants qui sont francophones et non pas français. Voilà. Comment est né ce projet totalement fou, j'ai envie de dire, ce projet Harmonia? Alors, c'était assez particulier. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis en Égypte. Et le grand problème qu'on rencontre quand on est professeur d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, c'est qu'on n'a pas toujours accès à la culture directement, puisqu'on n'a pas de musée à disposition pour pouvoir voir des choses avec nos élèves. Et on s'est dit, de plus en plus, nos élèves ont des familles qui ne sont pas francophones, contrairement à ce qu'il y avait traditionnellement comme public d'apprenants. Et on s'est dit, voilà, il va falloir qu'on trouve un moyen que le musée puisse rentrer dans l'école. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée. Je me suis dit que ça serait une bonne opportunité pour les élèves de s'approprier les contenus pédagogiques qui sont pas toujours évidents pour eux et de pouvoir se réconcilier aussi avec l'univers du musée parce que nos nouvelles générations sont pas toujours très familières avec l'environnement d'un musée. Ouais, le musée, ça se fait souvent sur la tablette. Alix. Et Myriam, quels sont les objectifs pédagogiques justement? Alors l'idée c'était de pouvoir bien sûr créer un environnement francophone, 2 c'était pouvoir s'approprier les connaissances, mais il y avait aussi un transfert de compétences entre les pairs. Nous on est un lycée apprenant, donc c'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup sur la formation continue, puisque comme vous l'avez compris on a une identité propre. Du coup on s'est dit que pourquoi pas on va transférer les compétences entre pairs, mais c'est pas juste entre professeurs et élèves, mais aussi élèves et élèves. Et du coup, au départ, c'était parti sur 6 élèves de terminale de Sciences Po qui
qui devait devenir chef d'équipe. Et finalement, la synergie a pris. Et donc là, on est arrivé à 170 élèves qui participent et qui vont pouvoir aussi travailler en termes pédagogiques sur la question du plurilinguisme, puisque ça fait partie de leur essence. Nos élèves ici ont 4 langues, ce qui est très intéressant du coup. Et donc, ils vont pouvoir aussi profiter justement de leur connaissance linguistique et les mettre au service des visiteurs qui vont venir visiter le musée. C'est quoi les 4 langues ? Alors, on a le français, on a l'anglais, on a l'arabe et on a l'espagnol. Et l'espagnol. Et alors, ça va se dérouler sur plusieurs jours, ce musée-lycée. Comment ça va se dérouler et comment on pourra le voir, nous ? Alors du coup, on a longuement réfléchi, parce que vous imaginez que ça nécessite beaucoup de préparation. L'idée, ce serait que le 19 avril, puisque ça tombe un vendredi et que c'est un jour qui correspond pour la France à un jour où on travaille, mais en Égypte, on ne travaille pas. Donc on va pouvoir mobiliser tout l'établissement pour le transformer complètement. On a commencé à voir ici des images où il y a des designs, des idées qui ont émergé des élèves de comment transformer vraiment les couloirs, s'approprier tout le lycée en musée. Et l'idée, c'était qu'on puisse avoir des contacts avec des partenaires extérieurs qui, d'ailleurs, ont trouvé cette idée folle assez intéressante, puisqu'on va avoir la chance d'avoir des visites à distance avec des conférenciers depuis Paris, notamment le musée Picasso. On a aussi le musée des monuments de l'île de la Cité, avec qui on est en train d'organiser et de préparer notre convention de partenariat. Et l'Observatoire du Pic du Midi, avec ce comité de liaison des enseignants et de l'astronomie. Voilà. Et puis aujourd'hui, grande nouvelle, le grand musée égyptien, le tout nouveau musée, se joint à nous pour former nos élèves comme conférenciers en herbe. C'est tout simplement magnifique et effectivement, d'ici le 19 avril, alors la date approche à grands pas, j'espère que vous serez prêts. Vous pouvez nous rappeler, vous l'avez peut-être dit initialement, il y a combien d'élèves de la 6e et la 3e qui participent finalement à ce projet ? Plus de 100, c'est ça ? Oui, 170 élèves. On est à 170 élèves. Donc ça nécessite vraiment une organisation assez particulière. On fait un travail de fourmi, mais voilà, ça nécessite vraiment que les élèves puissent avoir des moments où ils peuvent échanger. Donc ils sont souvent sollicités, mais finalement ils s'organisent très bien entre eux. Ils arrivent à trouver des solutions. En plus maintenant avec les nouvelles technologies, bon, c'est toujours plus facile de pouvoir se connecter et travailler en équipe. Et voilà, donc on espère être, comme vous l'avez dit, dans les temps, mais voilà, je pense que ça devrait le faire. Et Myriam, les terminales seront les chefs d'équipe, je crois. Quel sera leur rôle exactement ? Alors, normalement, les chefs d'équipe ont un thème. Donc, c'est-à-dire que les thèmes correspondent d'abord, au départ, c'était sur les 6 thèmes de sciences politiques de la spécialité. Parce que l'idée, c'était aussi de séduire les nouvelles générations vers cet enseignement de spécialité qui, souvent, est pas très bien réputé parce qu'on en a peur. Et il faut dépasser les a priori, les difficultés que les élèves pourraient rencontrer. Et on essaye de les séduire. Donc, l'idée, c'était que les terminales puissent donner le goût aux autres promotions, de pouvoir peut-être découvrir justement toute l'étendue que peut apporter la science politique dans sa globalité. Et les chefs d'équipe ils doivent distribuer le travail, donc ils répartissent les différentes tâches. Certains se sont organisés un peu différemment. Les uns des autres, on voit se dessiner des organisations différentes. Alors on a certains qui ont pris la décision de faire une partie organisation et ils ont pris les plus grands pour réfléchir sur le contenu de la seconde à la terminale, et puis les plus jeunes vont faire plutôt de la création, de la créativité, donc ils pensent sur les maquettes, sur des panneaux, sur comment produire chacun une petite chose pour qu'au final ça donne quelque chose de plus grand. Et puis d'autres ont dit non, on va répartir le travail différemment, nous on va choisir un lycéens avec un collégien pour qu'ils forment un binôme et on va leur affecter une partie, un jalon par exemple du thème, et ils vont travailler dessus. Comme ça, il y aura vraiment un échange entre le lycéen qui comprend vraiment les termes un peu compliqués, qui va pouvoir les simplifier et faire passer et transférer en fait les idées à l'élève qui est plus jeune, qui sera pas trop en mesure de comprendre certaines notions, concepts, etc. Myriam, quels sont les thèmes qui ont été sélectionnés ? Alors les thèmes, on a océan-espace sur les concurrences des États, bien sûr, des acteurs étatiques, et puis aussi l'intégration des acteurs non étatiques
dans cette course des nouvelles frontières. Il y a le deuxième, c'est faire la guerre, faire la paix, où là on est vraiment sur la thématique du concept de guerre et le concept de paix. Donc je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'engouement pour ce thème-là, vu en plus qu'on est dans la région du Moyen-Orient, donc c'est un sujet. Voilà. Il y a histoire et mémoire, le patrimoine, l'environnement, et on a beaucoup de monde aussi sur l'environnement. C'est une question qui touche beaucoup nos élèves ici. Et l'enjeu de la connaissance, qui, parce qu'il aborde aussi la question de l'espionnage, attire des élèves. Et souvent, ils ont envie de savoir l'art de l'espionnage, comment ça se passe pendant la guerre froide. Donc, en général, ils aiment bien ça. Donc je récapitule. Océan, espace, histoire et mémoire, patrimoine, environnement, l'enjeu de la connaissance, et donc faire la guerre et surtout faire la paix. C'était un thème incontournable au vu de votre position géographique et aussi peut-être de vos multiples casquettes, si je puis dire. Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est un bon sujet de comment aussi apporter aux élèves ce côté de la scientificité du contenu. Parce que souvent, quand on est très affecté, qu'on est un peu dans une zone comme ça, assez, on dirait entre guillemets, chaude, en général, on a du mal aussi à prendre de la hauteur. C'est pas évident en plus quand on est jeune. Donc, comment on fait pour vraiment rester le plus objectif possible quand on va faire notre propre musée, parce qu'il faut informer les visiteurs sans prendre vraiment position, pour laisser justement le visiteur, lui, se créer sa propre opinion sur les choses. Et dans quelle mesure ces thèmes, justement, ils sont liés au programme scolaire ? Alors, c'est complètement, en fait, les thèmes sont complètement les thèmes qui sont justement dans le programme de terminale de HGGSP, donc directement. Et après, tous les partenariats qu'on a fait avec les musées, c'était pour alimenter notre musée, c'était du plus. Mais on est parti d'abord du programme de terminale, et ensuite on a décliné avec des partenariats. Et aussi, en fait, on a un autre projet qui a déversé sur celui-ci, qui est celui de un projet, un élève, où là, on a les membres de la direction sont mobilisés pour avoir un moment privilégié avec chacun des élèves de seconde et pouvoir les aider dans leur orientation, ce qui a abouti à ce qu'on puisse découvrir certains talents. Et donc ces talents-là vont pouvoir aussi exposer leur production, puisque certains sont artistes, et ils vont avoir aussi une place au sein du musée pour pouvoir montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et puis d'autres ont un engouement pour l'entrepreneuriat, donc du coup ils seront en charge de la boutique du musée, puisqu'on va avoir aussi une boutique, comme tout musée, on va avoir une boutique de souvenirs. Et donc voilà, il y a une élève qui veut faire de l'infographisme, qui fait le logo. Le choix du nom du musée a été fait par vote, puisque nous sommes très démocratiques. Donc il y a eu des propositions des élèves, et du coup on a pu se mettre d'accord, puisque Concordia veut dire harmonie, et donc c'est pour ça que c'est Harmonia. Voilà, un petit peu pour l'anecdote. Concordia du nom de votre école, et donc Harmonia, le nom de ce projet. Vous avez tout à l'heure égrené les différents partenariats que vous avez pour le moment scellés. Donc je vais les rappeler: Musée de Picasso de Paris, Musée des monuments de l'île de la Cité, l'Observatoire du Pic du Midi, le Grand Musée égyptien, et ça c'est la toute dernière et très grande bonne nouvelle. Est-ce qu'il est compliqué de convaincre ces acteurs, ou ils ont rapidement joué le jeu au final ? Alors, le musée Picasso, à vrai dire, ça a été plus rapide que les autres, parce qu'eux-mêmes m'ont donné un peu la puce à l'oreille. C'est eux qui nous ont sollicités, puisqu'ils proposent en fait à l'échelle internationale ce type de visite. Les monuments de l'île de la Cité, pareil. Donc c'est aussi eux qui viennent à la rencontre des établissements. Voilà, donc du coup, on leur a expliqué, donc j'ai dit que c'est très intéressant, mais que nous, on est en train de créer notre propre musée, et ils ont trouvé l'idée très intéressante du coup. Donc voilà, et ça a été rapide. Pour l'Observatoire du Pic du Midi, c'était un peu assez particulier, parce que pour eux, c'est une grande nouveauté aussi. Donc il y a le conseil d'administration qui doit se réunir pour en discuter, mais normalement, ça pourrait se faire à distance. On espère, on croise les doigts. Et pour le musée égyptien, pour le coup, c'est un peu différent, parce que la nature et la stratégie des musées ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des pays. On était peut-être un petit peu avancé, puis comme c'est une phase assez particulière pour le grand musée égyptien, qui n'a pas encore complètement ouvert toutes les ailes et tout le musée, de pouvoir qu'ils puissent accepter qu'on soit comme ça en visite en direct, surtout qu'ils voudraient que les élèves puissent venir. Donc on a choisi une autre formule, qui est celle de pouvoir envoyer des élèves au musée, qui vont, eux, faire les conférenciers et se filmer, et pouvoir ensuite rediffuser quelques images. Donc on espère avoir l'autorisation pour filmer, mais normalement ça devrait se faire. Donc on croise les doigts aussi.
Ce projet, il n'est pas noté. Dans quelle mesure vous pensez que l'absence de notes, justement, contribue à l'épanouissement des élèves ? Excellent point, puisque en fait on a réfléchi, on s'est dit que finalement les élèves ils avaient un problème, c'est celui de pouvoir aller au-delà de l'idée de la note. Ils sont très attachés à la note et on trouvait ça un peu dommage. Et finalement on s'est rendu compte que les élèves c'est pas vraiment ça qu'ils cherchaient, c'était la reconnaissance. La note c'est une manière d'évaluer une forme de reconnaissance pour eux. Et quand on a échangé sur le sujet, ils avaient beaucoup d'engouement à pouvoir intégrer ce projet, parce qu'en réalité dans les bulletins scolaires de ces élèves-là, il y aura une partie engagement en pied de bulletin qui leur permettra d'avoir une petite appréciation avec toutes les compétences acquises au cours du projet. Donc ça nécessite aussi que les chefs d'équipe pointent bien l'engagement de chacun des élèves qui ont participé dans le groupe pour qu'on puisse faire après un compte-rendu sur leur bulletin. Donc ils ont estimé que non, pas du tout. En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment la reconnaissance de notre travail et c'est aussi se sentir à l'aise, venir à l'école et avoir plaisir à apprendre des choses et à aussi transmettre et se dire, voilà, même si c'est pas ma langue maternelle, je suis capable d'aller au-delà, de ne pas avoir peur et puis je peux un peu apprendre des autres et donc ça, c'était pas mal en fait. Myriam Panetra, on l'a compris, donc le rendez-vous est pris, c'est le 19 avril prochain. Ça dure 15 jours, moi j'ai envie de dire qu'il faut le faire pendant 2 mois, mais je ne sais pas, ce sera peut-être en projet. Ça fait combien de temps que vous avez commencé et au final, est-ce que vous n'avez pas déjà gagné? Est-ce que les élèves ne sont pas déjà transformés par cette aventure? C'est-à-dire qu'en vrai, je ne pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien. Et c'est souvent comme ça part d'une idée et puis on avance. Et finalement, au bout de 3 semaines, on en est arrivé à plus de 100 élèves. Et 4 semaines, on est arrivé à 170 élèves. Je pense qu'on a déjà gagné quelque part, puisque ça a permis aux élèves de aussi, je pense, avoir plaisir à venir à l'école. Le matin, il y a le rendez-vous du matin où j'envoie un petit message WhatsApp sur le groupe de la communauté du musée et avec des vibes assez positives pour leur dire qu'on les attend. Et rien que ça, pour moi, on a déjà gagné, en fait. La loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Alix, on parle aujourd'hui des sorties culturelles sur le temps scolaire. Un vrai moment d'ouverture. Oui, et d'autant plus pour les enfants pour qui les occasions se font rares. C'est le cas de certains élèves de l'école Vauvenargues à Paris. Grâce à un partenariat entre leur établissement et le musée d'Orsay, ils ont pu arpenter les galeries du musée alors dépourvues de ses habituels visiteurs. Ce matin, nous avons pu faire une visite organisée au musée d'Orsay, où nous étions seuls au musée d'Orsay. Et les élèves, après une bonne heure de visite, ont eu une heure d'atelier sur Monet et les impressionnistes. Le vent, il est de ce sens-là. Je fais un peu des traits, mais avec du mouvement, pour montrer que les herbes, ils vont dans le côté du vent. C'est Claude Monet. Il était peintre et il aimait les jardins, les plantes. Je prends plutôt les couleurs pastel parce que c'est plus clair et c'est joli aussi. Moi, je vais faire des traits. Je ne vais pas dessiner. Ce sont des enfants qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans des lieux culturels. Ils restent beaucoup chez eux, ils vont au parc à côté à la rigueur. Et l'école, c'est aussi le moyen de leur faire découvrir la culture à travers les musées, à travers le cinéma, à travers des expositions, à travers des jardins, des lieux culturels divers et variés. L'objectif principal est de faire vivre une vraie expérience aux enfants de façon à ce qu'une vraie connexion s'opère avec le musée et ses œuvres et de susciter l'envie chez eux de retourner au musée sur leur temps libre. À l'occasion de cette sortie, ils ont pu prendre le temps de se plonger dans l'étude d'un artiste et de son mouvement. Ici donc Claude Monet et les impressionnistes. Une expérience qui vise non seulement à susciter leur curiosité, mais aussi à nourrir leur réflexion et faire part de leurs ressentis autour de concepts peu abordés le reste de l'année. Myriam, concernant votre projet, quel impact espérez-vous qu'il aura sur vos élèves et leur rapport à la culture ? J'espère la concrétisation du projet parce que j'imagine que ce sera peut-être le meilleur moyen de leur offrir un environnement différent et qu'ils comprennent aujourd'hui combien la culture est importante
Et surtout, nous, on œuvre ici pour l'union des différentes cultures et je pense que ce sera toujours un plus pour eux d'avoir vraiment compris l'importance d'être pas un élève seulement cultivé, mais cultivé et qui est capable de transmettre des valeurs aux autres grâce à des connaissances bien fondées et bien maîtrisées. Myriam, vous avez combien de nationalités au sein de votre établissement ? En tout, je pense qu'on a une dizaine de nationalités, si je compte bien sûr avec les enseignants. Mais en termes d'élèves, on est sur 3 à 4 nationalités. Est-ce que vous avez mis les parents dans la boucle et comment ils ont reçu effectivement ce projet ? Ils en pensent quoi ? Alors, pour les parents, ils sont toujours très contents que les élèves puissent passer par des pédagogies, par la pédagogie de projet, parce qu'ils estiment que c'est un très bon moyen de pouvoir solliciter les élèves. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. On a le MUN interlycée, où on a plus de 200 élèves du Caire qui se sont aussi inscrits. Ça, c'est quelque chose d'important. On a eu, bien sûr, le Forum des métiers des universités, où là, on a eu plus de 300 visiteurs aussi, et les parents sont souvent derrière nous. Quand on peut organiser des projets ou quand on peut organiser des grands événements, on peut compter sur les parents, ça c'est sûr. Est-ce que les autres écoles vous appellent ? Est-ce qu'elles sont intriguées, curieuses, heureuses de voir effectivement cette initiative ? Alors pour l'instant, non, parce que je dois leur envoyer une invitation officielle. J'avoue que je suis une personne qui cache un petit peu les projets pour l'instant quand ils ne sont pas tout à fait ficelés. Mais c'est en cours parce que je pense qu'à mon avis, il va y avoir un engouement aussi de la part de nos chers collègues. On travaille beaucoup en réseau, hein, donc en général, ils sont souvent là. Donc je pense que ça devrait le faire. Je pense qu'on ne va pas tarder à les inviter. Mais j'attends d'abord de bien avoir bien tout ficelé. Ça va arriver vite. Quel rapport entretiennent vos élèves avec la culture égyptienne et peut-être plus globalement aussi avec la culture française ? Je pense que les élèves égyptiens sont très fiers d'être égyptiens. Mais souvent, quand ça revient, quand je fais des entretiens avec les élèves, ils considèrent que c'est une chance aujourd'hui pour eux, c'est une belle opportunité d'être dans le système éducatif français parce qu'ils pensent que ça leur a permis d'avoir une vision plus intéressante du monde. Ils voient le monde différemment et je pense que c'est aussi ça, savoir que l'école c'est un lieu de culture et d'avoir une offre de culture assez variée. Ça permet aussi d'avoir une richesse dans la diversité. Quelle est la principale différence, vous qui connaissez et qui êtes tombée amoureuse de l'Égypte, qui connaissez par cœur les deux cursus au final, quelle est la différence en termes de pédagogie, si je puis dire, entre le cursus français et le cursus égyptien ? Même si j'ai le sentiment que votre école est un peu à part. On est assez particulier, mais si on parlait par rapport au système éducatif égyptien, je pense qu'il y a des changements qui s'opèrent actuellement. Au départ, c'était vrai que les élèves, souvent, quand ils faisaient la comparaison, ils disaient que le système éducatif français leur permettait de raisonner, d'avoir un esprit critique et ne pas être toujours dans le par cœur, ce que j'imagine notamment en histoire-géographie, parce que l'histoire-géographie, ça correspond aux études sociales pour le système éducatif égyptien. Aujourd'hui, je pense que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se faire aussi à un certain niveau. La particularité de notre établissement, c'est que nos élèves suivent un double cursus. Ils sont dans le système éducatif français, c'est-à-dire qu'ils passent le brevet et puis ensuite le bac, mais en même temps, ils passent aussi le bac et le brevet égyptien. Donc, ils ont 3 matières qu'ils doivent quand même avoir dans leur cursus pour pouvoir obtenir le double diplôme. Vous avez des élèves que des carrières de diplomates intéressent ? Oui, bien sûr. On en a, d'ailleurs, on a aussi des enfants de diplomates, donc forcément, des fois, c'est aussi un sujet, parce qu'eux, ils veulent continuer dans les pas de leurs aînés. Mais sinon, oui, il y a quelques élèves. D'ailleurs, ils sont 6 aujourd'hui en Sciences Po. Hein. Donc, on avait au départ une douzaine d'élèves qui étaient intéressés. Malheureusement, la science politique a été un peu désertée en raison des résultats du bac, où c'est beaucoup plus difficile de disserter et les attentes de l'exercice sont un peu compliquées. Là, on commence à avoir une réconciliation pour je pense, la prochaine promotion. Et on a certains élèves qui ont des aspirations à partir en France, faire des études de Sciences Po et intégrer ensuite tout le champ de la diplomatie, etc. On a un petit peu plus d'un mois, effectivement, de l'ouverture de ce musée-lycée Harmonia. Vous êtes encore en train d'imaginer des contenus ?
Vous en êtes à quelle phase en ce moment? Dans la phase de préparation, on en est arrivé aujourd'hui. Les contenus, c'est acté, c'est bon. Je pense qu'on va s'arrêter là, même si on a toujours l'effervescence qui continue à avoir lieu. Et les élèves sont en train maintenant de créer. Donc là, on est dans la phase de création. On a pu, ça y est, on a ficelé à quoi va ressembler notre musée. Chacun a ses tâches. La professeure documentaliste travaille avec moi activement pour finaliser avec les partenaires les différents points techniques et administratifs pour dégager toute responsabilité des élèves sur le sujet. Et de l'autre côté, les élèves, eux, pour leur part, sont en train de travailler, donc chacun leur petite tâche. On travaille avec le professeur d'art plastique aussi, qui est en train de voir avec eux ce qui est réalisable ou non, parce que parfois les élèves ont de grandes idées, mais après dans les faits c'est un peu compliqué à faire. Donc voilà, donc là pour l'instant on va être dans la phase de créativité. On va être vraiment en train de créer des choses pour pouvoir les exposer. Et Myriam, vous proposez des cours d'histoire de l'art, et sinon est-ce que vous envisagez de le faire au sortir de cette expérience justement ? Alors, on a déjà l'option art ici à l'établissement, donc le professeur d'art plastique le fait. On n'a que 3 ou 4 élèves qui sont intéressés en général, puisqu'après ils continuent dans cette phase-là. On a un autre sujet qui pose problème peut-être un petit peu, c'est une problématique actuelle, c'est les équivalences du bac français en Égypte fait que parfois à certains degrés il faut faire des choix, et notamment les élèves prennent souvent les enseignements de spécialité qui sont scientifiques, donc ils font une combinaison mathématiques, physique, chimie et SVT pour pouvoir garantir des chances d'intégrer certaines universités, et donc souvent l'option art n'a pas trop sa place parce qu'ils ont énormément de choses à faire et travailler, donc ils estiment que bon, c'est un peu une perte de temps malheureusement, alors que ce n'est pas tout à fait vrai, et ils préfèrent faire des cours d'art à l'extérieur du lycée. Mais on a quand même 3-4 élèves comme ça chaque année qui décident de continuer l'option, et on a décidé de ne pas la fermer, et on encourage les élèves à continuer l'option art. On l'a évoqué en début d'émission, peut-être pour terminer, on l'a évoqué en début d'émission avec un petit sourire, mais comment est perçu aujourd'hui l'enjeu environnemental par cette jeune génération égyptienne? Elle est préoccupée? C'est un vrai sujet, de plus en plus, puisque nous, on est très très impliqués. Cette année, on prépare notre dossier de labellisation et on essaye de sensibiliser le plus possible la communauté scolaire. Les élèves eux-mêmes sont très mobilisés. On a des éco-délégués. On a mis en place cette année une brigade verte. Cette brigade a pour objectif de sensibiliser les autres camarades sur l'importance des questions environnementales. On a participé notamment avec l'Agence française de développement l'année dernière, l'AFD, à la COP27 qui a eu lieu ici, puisqu'on a pu faire la COP des jeunes. Les élèves sont très très impliqués, ils estiment que c'est un vrai sujet aujourd'hui, et surtout je pense qu'il y a cette volonté de prendre le dossier et de le porter haut et fort et dire que stop, nous, la nouvelle génération, on veut régler des choses, et ça c'est fort, je trouve, dans un pays comme l'Égypte, de vraiment se dire que voilà, la question environnementale, c'est pas une petite question, c'est une question importante, et je pense qu'il y a des choses qui sont en train de bouger aussi de ce côté-là. Mille merci. Merci infiniment pour la présentation de ce projet. Alix et moi, du coup, on a hâte d'y être. Le rendez-vous est pris, c'est le 19 avril prochain. Harmonia, bien sûr, au lycée international du Caire. Ça promet véritablement. Myriam Panetra, professeur adjoint en charge du suivi du fonctionnement pédagogique, du suivi de projet, de l'accompagnement des nouveaux dispositifs, de la gestion des examens et même des relations avec les familles. Merci infiniment de nous avoir présenté ce très très beau projet. On a hâte d'y être. Vous nous envoyez des photos, vous nous envoyez des vidéos. Un grand merci à vous. À très bientôt. Merci infiniment. Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour changer de retard. Ciao.